Bienvenue à vous tous, heureux de vous retrouver. Le phénomène de la violence dans nos stades a atteint le week-end passé, à l'occasion du déroulement des matchs de coupe, une ampleur telle qu'il devient plus qu'urgent de s'y pencher sérieusement. On enregistre fréquemment des actes de violence répressibles et de vandalisme avec souvent des excès qui dépassent l'imaginaire. Il s'agit d'un phénomène grave, récurrent et qui nuit considérablement au développement du sport en général, du football en particulier, et à la sécurité des individus. Quelles sont les causes qui poussent les supporters à être violents? Quelle est la responsabilité de l'instance dirigeante du football dans cette escalade? Quelles sont les responsabilités des autres parties prenantes? Quelles sont les mesures à prendre en urgence? Quelles sont les solutions globales à envisager pour éradiquer et de manière définitive ce phénomène? Voilà, donc nous consacrons aujourd'hui notre émission à la violence dans les enceintes sportives. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le professeur Nouiri Abdelnour, professeur à HCE, mais vous êtes aussi journaliste, vous faites partie aussi d'une commission de... Oui, commission d'éthique et de déontologie du comité olympique algérien. Depuis Depuis qu'elle a été créée il n'y a pas longtemps, et préside le professeur Berchiche. Très bien, donc vous êtes tout indiqué pour participer à ce débat un peu délicat. Nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous notre jeune confrère journaliste, Saïd Flag. Merci d'avoir répondu spontanément à notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Buteur. Donc, merci à vous, Yassine, et merci à tout le monde. Et je dirais bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Merci en tout cas. Je vous remercie énormément parce que vous avez répondu à l'appel pour participer à cette émission. Par contre, je déplore l'absence de plusieurs personnes qu'on a sollicitées. Certains nous ont même confirmé leur présence. C'est des personnes qui sont liées à des organismes ou à des instances directement impliquées par le phénomène. Malheureusement, au dernier moment, ils répondent aux abonnés absents. Donc nous allons entamer notre émission et c'est grâce à votre participation. Je vous remercie encore une fois. Nous allons directement aborder le sujet en posant la question suivante. Qu'est-ce qui pousse les supporters à avoir un comportement agressif lors des rencontres de football? Oui, donc c'est une bonne question. La réponse est multiple. On ne peut pas dire qu'il y ait une seule cause. Il se trouve que la violence est quand même partagée. Elle ne concerne pas uniquement notre pays. Oui, en Afrique du Nord, on a eu quand même connaissance d'actes de violence, et que ce soit en Tunisie ou là en Égypte et même au Maroc. Donc ce n'est pas quelque chose qui propre à l'Algérie. Donc c'est la première des choses. La seconde, ce qu'il y a lieu de constater, c'est que c'est peut-être quelque chose que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes ou qu'une partie de notre jeunesse porte en elle-même. Je ne dirais pas que c'est génétique, ce n'est pas génétique, mais disons qu'il y a une violence qui est peut-être contenue dans la vie de tous les jours et qui s'exprime quand elle se retrouve dans un stade, puisque peut-être que le stade, les gradins, les tribunes... Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, c'est la tricherie et la corruption dans le milieu footballistique, la mauvaise gestion de la compétition nationale, parfois elle fait dans l'improvisation, la mauvaise gestion des clubs ou l'inadéquation des infrastructures? Il y a surtout ça, l'inadéquation des infrastructures. On peut dire que nos stades, malheureusement actuellement, sont devenus obsolètes par rapport à ce genre de gros match. Si on parle par exemple du dernier match de Coupe d'Algérie, le match qui a opposé la GS Kabylie au Mouloudia d'Alger, c'est vrai qu'il s'est joué à Constantine, dans un grand stade,
mais ça reste un stade qui est ancien, qui ne répond pas aux normes de sécurité exigées à l'heure actuelle. Parce que en Algérie, on peut retenir que peut-être 3 ou 4 grands stades qui répondent aux normes. On peut parler du stade du 5 juillet qui est équipé aussi des caméras de télésurveillance. Ça, c'est très important actuellement. Donc, on ne peut pas, la police ou les services d'ordre ne peuvent plus maîtriser, ne peuvent pas maîtriser les 80 000 spectateurs qui peuvent affluer dans une enceinte. Surtout quand il s'agit d'un match, disons, assez d'importance, qui est assez... Moi, franchement, j'aime bien quand il y a des matchs où ça parle bien, ça va encourager les joueurs à se donner plus sur le terrain. On voit ça partout dans le monde. Il y a le spectacle sur la surface du jeu et aussi sur les gradins. Voilà, c'est ça le football. C'est bien qu'il y ait du spectacle, de l'engagement, des chants par-ci par-là, des supporters, qui un peu, voilà, des tifos, qu'on chambre un peu, ça c'est dans la culture du foot, mais que ça ne dépasse pas les limites. Et si on parle d'infrastructure, c'est ça le problème. Un match comme la GSK et le Mouloudia, c'est vrai que la GSK, c'est une question de principe, elle dit qu'on ne joue pas au stade du 5 juillet parce que c'est le Mouloudia qui reçoit généralement dans ce stade. On peut comprendre la décision de la direction de la GSK et même de ses supporters. Après, je me dis, si le stade de Beraké était prêt, on aurait joué ce match-là dans ce stade. Malheureusement, il ne l'est pas. Si le stade de Blida de Tchaker, même si lui aussi ne répond pas réellement aux normes de sécurité, mais ça reste un grand stade où on aurait pu faire jouer ce match, mais quand on voit la pelouse, dans quel état elle se retrouve actuellement, on reste bouche bée. Donc il y a l'inadéquation, mais aussi la mauvaise gestion des clubs. Les clubs aussi ne communiquent pas bien, ne communiquent pas assez, il faut le dire, avec leurs supporters, n'expliquent pas les choses comme elles devraient être expliquées. Il y a aussi cette aberration de la gestion de la compétition nationale de football, à mon sens. Un match qui est homologué pour abriter un match de championnat et qui ne l'est pas, un stade, et qui ne l'est pas pour la Coupe d'Algérie. Oui, effectivement, on peut s'interroger sur... Est-ce que c'est la combinaison de tous ces... Oui, moi je pense que vous avez raison. Il n'y a pas une seule cause de la violence. J'avais commencé par des raisons sociologiques. Qui sont accentuées peut-être par d'autres causes intrinsèques à la société, mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles il y a ce déferlement de violence. Et l'une de ces des principales, c'est l'organisation. Si vous arrivez à organiser, c'est-à-dire à faire en sorte que les supporters prennent leur place et sortent du stade de manière cohérente, vous n'aurez pas de violence. On l'a vu dans des grands matchs européens. Par exemple, quand il y a la galerie du Paris Saint-Germain qui arrive, elle est filtrée à partir de l'entrée de Marseille. Il y a des sas. Il y a des sas et ils sortent de la même façon. Donc c'est une organisation. Si les gens n'étaient pas organisés, vu la violence de leurs supporters, parce qu'ils ont des ultras, eux aussi ont de la violence. Je veux dire, la violence n'est pas... Ils s'expriment violemment parfois. Voilà, la violence souvent même. ne se limite pas souvent, ils s'expriment, souvent, c'est des affrontements à l'extérieur des enceintes sportives. C'est des ultras où ils se retrouvent généralement dans les rues pour se bastonner. C'est une forme Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire dans le stade. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont tellement encadrés, mis dans des zones où ils ne peuvent pas s'affronter, que vous ne pouvez pas avoir des affrontements entre des galeries. C'est pas possible. Non, ça a été étudié. C'est pas que ça, parce que, pardon, il y a des supporters. Par exemple, prenons l'exemple de l'Angleterre ou bien de la Russie, où il y a vraiment des affrontements à l'extérieur des enceintes sportives. Pourquoi ça ne se passe pas à l'intérieur des stades? Tout simplement parce que ces supporters violents sont souvent interdits de stade. Donc, du moment qu'ils ne peuvent plus rentrer dans les stades, eh ben, ils se retrouvent généralement dans des terrasses ou dans des lieux peut-être des fois loin de la ville. C'est un jeu entre eux. Ils trouvent peut-être du plaisir à se bastonner. Il y a des rendez-vous sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous à telle heure, à tel lieu pour en découdre. Après, je dirais que
c'est entre eux. Oui. Les gens, disons, les gens civilisés qui veulent vraiment y aller voir un match de foot ne sont pas concernés par ça. Donc je reviens à l'organisation. Donc l'organisation, déjà, on sépare les galeries à l'intérieur du stade. Il y a aussi donc la palpation à l'entrée du stade. C'est-à-dire que les gens sont fouillés au corps. Et là, on en revient au match de Constantine. Les pierres ne sont pas tombées du ciel. Donc les pierres sont rentrées dans ce stade. Donc il n'y a pas eu donc, cette filtration, cette palpation pour permettre aux gens de rentrer sans moyen de porter la violence. Il y a aussi donc le rôle que doivent jouer les stadiers. Les stadiers dans les autres pays, ce ne sont pas des éléments du club. Ce ne sont pas des supporters. Ce ne sont pas des supporters. Ce sont des sociétés, comme les sociétés de gardiennage et de sécurité qu'il y a dans toutes les entreprises, dans ma propre école. Nous faisons appel à une société donc, de sécurité. Ces stadiers devraient être formés et devraient être neutres par rapport au club qui reçoit. Ce n'est pas le cas. Vous avez eu l'exemple du match en championnat JSK Mouloudia, où un stadier s'était adressé à provoquer un joueur. Donc, oui. Normalement, un stadier n'a aucun contact avec le joueur. Il regarde les tribunes, il est prêt à intervenir. Il a une mission bien précise. Absolument. Donc, c'est quelqu'un qui doit être neutre. Donc, en aucun cas, il ne faut qu'il appartienne au club. Et donc, le défaut d'organisation vient déjà de là. On parle de stadiers, on leur donne des chasubles, mais en fait, c'est des supporters. Ce n'est pas des et stadiers. ça peut... Ben oui, on l'a vu avec Chaouchi. Bon, s'il ne s'était pas adressé à Chaouchi, Chaouchi n'avait aucune raison. Bon, je condamne l'acte de Chaouchi. Mais Chaouchi, c'était une réaction. Tout à fait. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un... À une provocation qui l'a provoqué. Mais en tant que joueur professionnel, il ne devait pas réagir. Bon, moi, je dis que le stadier... C'est pour revenir à l'organisation et le rôle du stadier. Mais ça, Chaouchi, prenons l'exemple de Chaouchi ou d'un autre joueur. Yacine, vous partez au stade, vous savez très bien l'atmosphère dans laquelle se joue un match de football en Algérie, malheureusement, et surtout lors des 10 dernières journées de championnat. Il y a des clubs qui jouent leur survie, il y a des clubs qui jouent pour le titre, donc... Il y a des clubs qui vendent. Qui achètent. Malheureusement, c'est devenu monnaie courante en Algérie. Et c'est ça, évidemment, quand il y a cette pression, on encourage cette pression. Le club, maintenant, quand on prend quasiment... Il n'y a aucun club en Algérie, je parle des supporters, qui acceptent la défaite. Et c'est ça le pire. Quand on n'accepte pas la défaite, on est frustré. Oui. Quand on est frustré, on essaye un petit peu de dégager sa frustration, que ce soit sur le joueur adverse, des fois même sur sa propre équipe. Tout à fait. Donc ça, et après tout ça, je pense, à la base, c'est aussi un phénomène de société. Parce que la violence, malheureusement, on la retrouve même dans la rue, quand on sort dehors, où il n'y a même pas un match de foot. C'est une raison de plus pour prendre plus de mesures, comme vient de le souligner c'est Abdelnour, pour que l'organisation soit faite de manière à éviter ces affrontements. Par exemple, mettre des guichets pour chaque club, une tribune pour chaque club, ramener des stadiers neutres, disons-le, quand c'est possible, faire jouer de grands matchs. Ça doit être généralisé. Oui, tout à fait. Ça doit être généralisé parce qu'un club, on prend l'exemple peut-être du Mouloudia ou de l'USMA qui vont peut-être mettre en place tout ça, toute cette organisation. Mais après, l'USMA, quand il va jouer dans un autre stade du pays, il va se retrouver dans une pression terrible lui aussi. Il va dire pourquoi moi j'accueille... Dans une autre ambiance. Voilà, moi j'accueille mes adversaires dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance, dans la fraternité. Et moi, quand je joue chez eux, je suis mal accueilli. Moi aussi, je vais faire pareil. Donc, est-ce que cette organisation dont parlait M. Nouiri devrait être une exigence de la part de l'instance... Là, vous êtes en train de parler à un sport professionnel. Un sport professionnel obéit à des règles strictes. Cahier des charges. Et je dis bien strictes. C'est le cas. Hein, elles sont strictes. Quand vous prenez une entreprise
il y a les impôts, il y a le CNRC, il y a la sécurité sociale, il y a beaucoup d'organismes qui surveillent cette entreprise. Elle doit publier ses comptes, elle peut pas, c'est pas un marché où tag à la main tag. Pourquoi un club professionnel qui est une entreprise, tout à fait, société donc, oui. Sportive par action. Donc c'est un club, c'est une entreprise. Pourquoi échappe-t-elle aux règles? C'est là où il y a la faille. La faille est d'abord dans l'organisation. Et quand je dis organisation, c'est pas parce qu'un club est défaillant que tous les autres devraient l'être. On doit sanctionner le club défaillant. Exactement, mais qui devrait veiller au... La fédération, il y a la Ligue et la fédération. Au-dessus d'eux, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports. À côté, il y a d'autres instances, donc la justice. Mais si on doit respecter à la lettre le cahier de charge d'un véritable club professionnel, mais on doit le respecter, il est fait pour. Il n'en restera quasiment aucun club en Algérie. On annulera complètement le championnat algérien. Et on redeviendra amateur. On va revenir d'abord à la violence, parce que il y a d'autres parties du cahier des charges que les clubs ne peuvent pas respecter. Je suis d'accord avec vous. Mais revenons à la violence, à l'organisation. Faire appel à une société neutre de stadiers, moi je pense que la fédération devrait en faire une exigence. Vous n'avez pas à donner des stadiers qui sont vos supporters. Donc ça, ça devrait être généralisé, ça devrait être admis par tous, que le stadier n'est pas partie prenante avec le club qui reçoit. Ça, c'est la règle numéro 1 de l'organisation. La règle numéro 2, c'est de vendre les tickets à l'avance, de ne pas mettre sous pression les supporters quand ils arrivent. Vous ouvrez juste un ou deux guichets pour la vente. Donc ça, c'est de l'organisation. La troisième des choses, c'est... Organiser la vente, pardon, M. Nouréli, c'est juste pour... plus d'explications à ce que vous dites. Quand on vend à l'avance, quand on ouvre plusieurs guichets, mais en respectant une règle qui doit s'appliquer pour tout le monde, c'est-à-dire des quotas quand l'équipe se déplace, au pourcentage, quand l'équipe se déplace et quand l'équipe reçoit, et que ça doit être admis par tous les clubs. Alors cette vente-là, elle est spécifique. Alors, la vente pour le guichet, c'est la vente pour tout spectateur. Mais la vente spécifique des quotas, elle devrait être donnée au comité de supporters. D'où les comités de supporters devraient être d'abord des associations agréées par l'État. Agréées, donc des associations où les gens, ils sont passés par toutes les étapes. Ils déposent des dossiers, des enquêtes. Pour être agréés. Et quand ces comités de supporters, il peut y en avoir 2 ou 3 dans un club, des comités de supporters, ils sont agréés, eh ben, on peut leur donner un quota. Un virage sud, un virage nord, voilà combien vous allez vendre à vos supporters, voilà, et vous êtes responsable. Vous êtes responsable des gens que vous faites entrer. Si on vous donne 2000 tickets et vous vendez 2000 tickets, c'est vous qui êtes responsable. Redoua men redoua, vous êtes responsable en tant que président. Non mais attendez. C'est bien beau sur le papier. Ne me dites pas c'est bien beau. Il faut se mettre au contexte algérien. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, je regrette. Il faut raisonner. Il faut raisonner. Comme celui de Boulourine, au stade du 20 août. Mais attendez. Ils ne répondent pas. Attendez, doucement. D'abord, quand vous donnez des quotas, vous les donnez suivant la capacité des stades. Absolument. Là. C'est un pourcentage. Vous allez donner, au lieu de donner 2000, vous allez donner 200. Quand on donne, par exemple, un quota de 150 tickets aux supporters de la GSK pour le match de vendredi entre le Shabab Riadid Belouizdad et la GSK Billy, est-ce que ce n'est pas une forme de violence aussi? Parce que donner 150 billets... Est-ce que ça a été vérifié? Oui, c'est vérifié. 150 billets au club visiteur. Alors, que dit la réglementation? La réglementation dit... Elle dit 10%. 10%. Eh bien, il faut leur donner 10%, c'est tout. Mais c'est ça, c'est que les responsables... C'est à eux, il y a une fédération... C'est une vente qui est quand même réglementée par... Oui, si c'est 10%, il faut leur donner 10%. Il faut leur donner 10%. Sinon, le club qui reçoit est en faute. Hada Makan. Je vous dis, et je le répète, la première des causes de violence est dans l'inorganisation.
Oui, on est d'accord. Une organisation. Ne me dites pas parce que le stade il est petit ou le stade il est Moi, fait. je voudrais, Dans n'importe quel stade, il faut que les choses soient organisées en fonction de ce stade. D'accord. Moi, je voudrais revenir vers Saïd. Vous qui êtes, vous vous déplacez, vous couvrez les matchs, vous êtes sur le terrain, vous êtes en contact avec les comités de supporters, les clubs. Est-ce que vous pensez que tous les clubs ont des comités de supporters agréés et organisés en contact permanent avec leur club? Généralement, je dirais qu'à 90%, il n'y a pas une entente entre les comités de supporters et la direction. Au départ, c'est toujours on s'entend et tout ce qui en suit. Après, il y a toujours des divergences qui amènent à ce que le comité de supporters en question se détache de la direction du club et souvent on fait n'importe quoi. Bon, on peut prendre l'exemple de cette semaine du nouveau comité. Dans la dernière loi que nous avons sous la main, on fait obligation au club d'encadrer ces comités de supporters. De les accompagner. Cette semaine, par exemple, il y a quelques temps de cela, il y a eu l'installation d'un nouveau comité de supporters au NET, par exemple, du Nassaria. Et moi, je loue cette initiative parce que il y a 2 jours de cela, il y a eu une rencontre entre le président du NET, Bachir Oulzmeni, avec ce comité de supporters. Et les 2 parties ont dialogué. Et on a essayé de trouver des solutions par rapport à l'accès au stade des supporters du NED pour que le supporter soit bien à l'aise à son arrivée au stade. Et c'est justement ce comité de supporters qui va se charger de la vente des billets et de veiller justement à, disons, à ce que le supporter soit à l'aise dans une enceinte sportive et quand il vient au stade, c'est pour encourager son équipe et non pas pour l'insulter ou bien pour faire de la violence. De la pression, voilà. etc. Mais ça à encourager, mais c'est pas dans tous les clubs. Et souvent, par exemple, quand on prend l'exemple du dernier match, parce qu'on a trop parlé du match GSK Mouloudia d'Alger, c'est une demi-finale qui draine beaucoup de monde. Et c'est difficile pour les responsables. Deux clubs qui ont de grandes galeries. Exactement. Quand on prend l'exemple du Mouloudia, si on parle des quotas, la loi, elle est simple. Elle dit que sur les 32 000 tickets vendus, la GSK voilà, elle a pris plutôt la GSK a pris 30 000 et 32 000 et le Mouloudia a pris 3 200, un truc qui représente justement les 10%. Donc il y a eu 32 000 tickets en vente et le Mouloudia a pris 3 200 tickets. Pour une galerie comme le Mouloudia, c'est insuffisant. Tu ne peux pas dire à un supporter du Mouloudia, tu leur dis sur quasiment les 40 000 spectateurs qui partent au stade chaque week-end, on vous donne 3 200. Mais on a parlé de la configuration des stades. Mais c'est ça, c'est on aurait peut-être pu éviter tout ce qui s'est passé à Constantine si la direction du Mouloudia d'Alger avait ramené les 3 200 tickets et les avait vendus à Alger. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, d'autres solutions comme ça se fait ailleurs? On organise des espaces où il y a des écrans géants, il y a de la convivialité, où les supporters peuvent se regrouper. C'est bien beau tout ça, c'est bien beau, on le dit, et tout le monde, disons, tout le monde a les solutions. Devant une situation pareille. Mais malheureusement, le supporter algérien est incontrôlable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut l'habituer peut-être. Il faut l'habituer, il faut l'encadrer. C'est de l'éducation, Yassine. Malheureusement, c'est l'éducation. On peut prendre l'exemple du football, mais on prend l'exemple aussi du handball. L'année dernière, ou il y a 2 ans, un match de hand. Il y a eu des violences inqualifiables dans un match de hand, où souvent, il n'y a pas trop d'animosité. C'est une question d'éducation. Souvent... malheureusement, le jeune Algérien, quand il rentre dans un stade, c'est pour se défouler. Et qui dit défouler, c'est jeter des pierres, insulter par-ci, par-là. Donc, malheureusement, je reviens à ce que j'ai dit, c'est une question d'éducation avant que ça soit une question d'organisation. D'organisation, une question de coercition. L'éducation, on va c'est rester pas comme partie ça. d'organisation. Si. Eh ben, donc, quand je dis organiser, l'éducation est une partie de cette organisation. L'éducation. Être éduqué, attendre son tour pour entrer dans le stade, c'est des principes de civisme, mais ils sont aussi dans un cadre organisé. Si on mettait le fauda, si tout le monde pouvait rentrer dans une seule porte, il n'y aurait pas d'organisation, vous ne pourrez plus parler d'éducation. L'éducation est un fait.
Mais Ça vient en amont. l'organisation, c'est elle qui permet à l'éducation de S'exprimer. Non, Yassine, quand on parle d'organisation, on va prendre l'exemple parce qu'il y a certainement des responsables, des anciens sportifs qui sont en train de nous suivre. On va quand même les défendre parce que moi, j'en connais quelques-uns qui font du bon boulot. Donc, quand on prend, par exemple, je ne sais pas moi, le directeur du stade du Saint-Juillet ou le directeur de Blida ou même de Constantine, on ne vient pas me dire qu'ils ne savent pas gérer une rencontre de football. Mais à un moment donné, quand il y a trop de monde... L'organisation en elle-même, elle doit être concertée. Elle doit être... Oui, il y a des réunions, on en parle. Il ne faut pas penser que ces gens-là ne travaillent pas. Il ne faut pas réduire... Non, moi, mon souci... Personne n'a parlé... Quand on prend l'exemple... Mon souci... Quand on parle d'organisation, d'abord, on ne parle pas des personnes. Quand on parle d'organisation, des schémas, des dispositifs à mettre en place. L'organisation, en général, il y a, depuis l'arrivée des supporters, jusqu'à leur sortie du stade. Et en amont, la vente des tickets. Donc, les tickets peuvent être vendus la veille, mon souci, c'était de justement permettre aux téléspectateurs, ce qui pousse un supporter dans un stade à être violent, à être agressif, etc. Donc, il y a la mauvaise organisation, la mauvaise communication, l'inadéquation des stades. Il y a d'autres facteurs aussi. Quand le supporter est dans une enceinte sportive qui n'a pas quoi manger, qui ne peut pas aller aux toilettes, ça fait partie de l'organisation. Qui a soif, qui est dans les gradins à partir de 10h du matin, alors que le match se joue à 18h. Voilà. Donc, c'est tous ces facteurs, sans parler de l'absence des transports quand il y a de grands matchs. Donc, il doit se débrouiller. C'est un tout. Donc, déjà, les conditions ne sont pas confortables, ne permettent pas aux gens d'être sereins. Les gradins, les sièges ne sont pas numérotés. Si vous bougez, quelqu'un d'autre vous prendra votre place, etc. Moi, je voudrais vous demander, est-ce que, et un autre élément qui peut être déclencheur, est-ce que l'arbitrage peut être aussi un déclencheur de... Effectivement, quand un arbitre... De la violence. On peut concevoir qu'un arbitre peut se tromper. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous l'avez si bien dit au début de l'émission ici. Des fois, le supporter, il sait qu'actuellement, en Algérie surtout, et les matchs de Ligue 1 et Ligue 2, il y a beaucoup de tricheries. Il y a des clubs qui vendent des matchs, d'autres qui achètent, des arbitres malheureusement qui sont tentés par la corruption, qui peuvent fausser le jeu de manière... exagéré. Donc, c'est ce qui fait que... On peut les soupçonner à tort aussi. Oui, mais malheureusement, on a eu des preuves par le passé. Donc, attendez, s'il vous plaît, vous êtes journaliste, vous dites on a eu des preuves. Est-ce que vous avez publié ces preuves ou bien est-ce que vous supputez que des matchs ont été vendus, que des arbitres ont été corrompus? Vous avez eu des preuves un jour, parce que là, il faut saisir la justice. La justice a été saisie à maintes reprises. On peut parler... Non, vous avez eu des preuves, vous avez eu des enregistrements. Oui, il y a eu des cas où il y a eu des enregistrements. Oui, mais ils sont rares. Ils sont rares parce que vous savez que le corrupteur et le corrompu ne vont pas s'afficher ou permettre qu'on ait des preuves. Récemment, il y a une assemblée, il n'y a pas si loin, il y a une assemblée au CT1 de Sidi Moussa, je ne me rappelle plus exactement. Il y avait le président... je crois de Beskra, qui s'est levé devant tout le monde, devant toutes les caméras du pays. Il a dit ouvertement, on sait tous ici que des présidents de clubs vendent et achètent des matchs en normal, sans que cela ne soit... cela ne choque l'opinion publique. Ni les uns ni les Abdel autres. Peut-être il est choqué par mes propos, mais malheureusement... Non, lui, il est universitaire. Non, c'est pas que je suis choqué, mais c'est pas la raison principale. Pour moi, la question un arbitre se trompe dans tous les terrains du monde, ça ne provoque pas la violence. Est-ce que l'arbitrage pouvait être un des éléments déclencheurs? L'arbitrage. Un des éléments déclencheurs. Les arbitres se trompent. Oui. Et moi, je suis partisan de l'assistance vidéo. Sincèrement, je suis les matchs de rugby. Et dans un match de rugby, pourquoi il n'y a jamais d'envahissement de terrain, jamais de violence? Au vu et au su de tout le monde, l'arbitre demande l'assistance vidéo et revient
sur une erreur d'appréciation. Pour moi, l'arbitre, vraiment, il n'est pas la source première de la violence. On a posé la question comme suit. Est-ce que l'arbitrage, de manière générale, pouvait être un déclencheur de la violence? On vient donc de parler de l'arbitrage. Est-ce que vous pensez que les médias eux aussi, peuvent être un des déclencheurs de la violence? Je vais laisser le soin. Bien, les médias. Alors, je dois rappeler quand même que je demeure journaliste depuis plus de 45 ans. J'ai débuté ma carrière au Moudjahid, qui est une véritable école. C'était le seul journal en français, mais c'était en même temps une école. Nous étions ce qu'on appelle la formation sur le tas. Nous étions de jeunes étudiants. On était pris en charge, on était formés. Ça veut dire qu'un journaliste ne peut pas être livré à lui-même. Il est encadré. Quel que soit le média. Et ensuite, j'ai travaillé à la radio. De la même façon, il y avait un encadrement. Donc, le média est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit ou de ce qu'il montre. Dans ses comptes rendus, dans ses avant-papiers. Il est responsable, absolument. Il est responsable. On ne peut pas écrire, dire ou montrer n'importe quoi. Il ne faut pas oublier qu'en face de vous, vous ne savez pas qui est en train de recevoir votre message. Donc, il faut quand même être relativement modéré dans ce que l'on dit. Quand on parle de rencontres en termes guerriers, en disant que ça va être le purgatoire, que ça va être la fin du monde, que la victoire ou la mort, et en même temps donnant la parole à des gens sur des plateaux de télévision qui ne font qu'enflammer donc des supporters, moi je ne crois pas que la presse est en train de jouer son rôle. Il y a même les déclarations des présidents qui sont repris peut-être. Voilà, donc un président, moi je ne ferai pas cas s'il n'est pas d'accord avec l'autre président, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va améliorer le jeu, est-ce qu'on va monter en cadence dans la recherche des résultats, ou bien on va s'arrêter à il a dit ce qu'il a dit, lui a répondu, lui a pas répondu. Mais ça, c'est véritablement pas faire œuvre utile que de laisser des médias comme ça inonder manipuler aussi l'opinion. Le paysage audiovisuel algérien. Et de la presse écrite aussi, il faut... Oui, tout. J'ai bien dit écrire, dire, montrer. J'ai bien répété dans les trois termes. Et ils sont en train de rajouter de l'huile sur le feu. Je m'excuse pour mon jeune confrère, mais est-ce que vous avez un rôle que vous ne jouez pas. Est-ce que c'est une réalité? Il y a une part de vérité. C'est clair que les médias ont un rôle, disons, important à gérer, que ce soit dans la promotion du football, du sport en général, ou même, voilà, d'une manière à limiter toutes ces scènes de violence qu'on retrouve malheureusement chaque... Par quels moyens? Évidemment, par une forme de sensibilisation au quotidien. À travers leur écrit, le reportage. Évidemment, nous, par exemple, prenons l'exemple du buteur cette semaine, après ce qui s'est passé à Constantine, nous avons fait justement... Nous avons donné la parole aux internationaux, aux joueurs internationaux de l'équipe nationale, je parle des actuels, les Karl Medjani, les Farhat et j'en passe, justement pour Riyad Boudebouz, pour justement passer ce message de paix et qu'on arrête justement de toujours utiliser cette violence. Mais des fois, c'est en amont. Si, je suis d'accord. Après, pour rebondir à ce que vous avez dit, Yassine, par rapport à la manipulation, je pense qu'avant, on pouvait manipuler l'opinion publique, plus maintenant. Parce que... Mais quand vous avez des correspondants locaux, qui sont presque des attachés de presse des clubs... Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'ils peuvent faire leur travail en toute objectivité? Moi, je vais vous poser une question. Je vais vous parler. Si on est... On va parler carte sur table. Si on est objectif, je parle de moi. On doit être objectif. On doit l'être. Mais malheureusement en Algérie, en étant journaliste de sport, de foot malheureusement, on ne parle pas de politique ou d'économie ou je ne sais quoi. Moi, je surveille tout ce que je dis.
à la télé parce qu'il y a des supporters zélés qui ne peuvent pas apprécier ce que je peux dire, même si ils savent peut-être réellement que j'ai raison. Par exemple, quand on prend justement les correspondants. Un correspondant, quand il est compliqué pour eux. C'est encore plus compliqué parce que le correspondant, dans n'importe quel club, peut-être de l'intérieur du pays, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Donc automatiquement, s'il ose critiquer, s'il ose critiquer son club ou s'il ose critiquer un comportement digne des supporters du club, dirigeants, il est mis à tabac. Et qui va le protéger, ce journaliste? En plus, il perd ses sources. Il perd ses sources. Il peut être envahi même interdit de stade. Je peux vous dire, nous, à un moment donné, sans citer les présidents, quand on dit les vérités, on est interdit de stade. On ne nous laisse pas entrer au stade pour faire notre travail, pour couvrir un match, pour couvrir un entraînement. De quel droit? Voilà, de quel droit? Et on se retrouve à déposer plainte. Après, c'est toute une histoire. Ça se complique. C'est vrai que... Mais les écrits, pour revenir au déclencheur... C'est sûr, c'est sûr. Pour passer Après, dans le football, c'est à l'échelle mondiale, Yacine. Quand on prend la presse italienne ou la presse espagnole, quand tu prends la presse catalane et la presse madrilène, c'est de l'affrontement au quotidien. Tu prends par exemple quand le Real se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions, tu as la presse catalane qui n'est pas contente. Et ça reste une presse que le Barça espagnole. Voilà, qui met que l'arbitre a aidé le Real, alors qu'on est dans le même pays. Donc tu sens que dans ce même pays, il y a de la division. Mais ça fait vendre, les gens lisent ça. Vous l'avez dit. Ça fait vendre. Ça fait vendre. Voilà, nous sommes donc dans... C'est-à-dire que c'est la vente qui est mise en avant avant les... Non, pas avant. Il faut trouver un juste milieu. Pour dire que demain, un privé qui va mettre en place, je sais pas, qui va lancer un journal ou une télé... C'est les ventes. Il va voir, c'est les ventes. Même les annonceurs maintenant, eh ben, ils cherchent que l'audience. Donc à un moment donné, c'est tout un système à revoir. Donc même au niveau des médias, il y a beaucoup à dire. Oui. Et, il y a de la formation. De l'encadrement. Il faut encadrer, il faut former les jeunes journalistes. Il faut pas... Les jeunes journalistes, malheureusement, sont livrés à eux-mêmes. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Nous avons constaté, malheureusement. Maintenant, on passe aux solutions, si vous le permettez. Le temps passe très vite, même si on n'est pas très nombreux aujourd'hui sur ce plateau, à cause de l'absence. Moi, c'est ça que je déplore, parce qu'à un moment donné, on tire souvent sur les médias. Oui. Et où est le rôle de la fédération? Où est le rôle des responsables? Je peux vous assurer que nous avons envoyé des fax, nous avons contacté des gens par téléphone, et ils nous ont promis leur présence. Malheureusement, ils ne sont pas là. Les solutions, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons eu des communiqués. Après ce qui s'est passé. Il y a eu le communiqué du ministère de l'Intérieur. Je cite, il a été décidé de l'installation d'une commission d'enquête afin d'examiner les causes de ces dépassements dangereux, définir les responsabilités et prendre les mesures et décisions adéquates en vue de mettre fin à ce phénomène étranger à notre société. Fin de citation, ça a été le communiqué du ministère de l'Intérieur. Maintenant, la FAF, malheureusement, qui n'est pas représentée aujourd'hui sur ce plateau, condamne énergiquement et fermement. Est-ce que ça suffit? Déterminé à combattre et à chasser ces fauteurs de troubles des stades, regrette et dénonce le comportement irresponsable de certains dirigeants et acteurs de notre football. Donc ils incriminent aussi les dirigeants. Je termine. La fédération. Permets-moi de terminer, s'il te plaît. Donc, à travers leurs déclarations intempestives, irréfléchies et provocatrices, de ce fait, la FAF réitère son appel aux ligues et aux commissions en charge de la gestion des compétitions d'appliquer avec rigueur et autorité les règlements et de prononcer des sanctions les plus extrêmes à l'encontre des clubs et des supporters coupables de dépassements et d'actes de violence. Au niveau des clubs, il a été décidé de donner match perdu pour le MC Oran avec des fois 3-0 au lieu de 2-0. De toute façon, ils avaient perdu. Le huis clos pour 4 matchs.
jusqu'à la fin de saison et 200 000 dinars. Enfin, les services de sûreté au niveau local, au niveau de la wilaya de Constantine, ont appréhendé 34 personnes, 79 personnes, et 8 d'entre eux ont été présentés au tribunal, au parquet, alors que le Mouloudia d'Alger vient de renvoyer 2 jeunes joueurs des catégories de jeunes pour avoir posté sur la toile voilà, des propos insultants à l'encontre des adversaires du Mouloudia. Est-ce que c'est suffisant? Du Mouloudia, pas les adversaires du Mouloudia. Du Mouloudia. Parce que c'est 2 jeunes joueurs qui évoluent au Mouloudia, qui ont un petit peu manqué de respect au club dans lequel ils évoluent. Et voilà, donc ça... Ils ont été renvoyés. Pas encore. Donc ils vont passer en conseil de discipline. D'après leur communiqué, ils ont décidé de renvoyer des joueurs de la catégorie, etc., etc. Donc voilà, il y a des communiqués, c'est bien beau, mais est-ce que c'est suffisant? Vous avez parlé de la fédération qui communique. Déjà, la fédération, elle a communiqué 4 jours après. Donc ça, on peut ne pas comprendre pourquoi cette réaction tardive. Mais allez, ce n'est pas un souci. Quand on parle de la fédération, évidemment que tout le monde, on est tous responsables. Si on peut parler des médias, on peut parler des responsables, voilà, des clubs, des supporters. Des médias, tout. Après, moi, là où je trouve que les choses sont assez bizarres, c'est quand la fédération décide à partir des quarts de finale, voilà, de mettre en place, disons, une décision que un club, par exemple comme la JSK qui évolue dans son antre de Est-ce que les clubs, pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre, est-ce que les clubs étaient avertis au premier tour des éliminatoires, tous les clubs étaient avertis qu'à un certain palier de la compétition... Ils étaient avertis, mais la décision, quand on change les règlements, ça doit se faire avant le début de la saison, ce qui n'a pas été fait. Voilà, la saison avait déjà débuté, ça s'est fait à la fin du mois de novembre. La compétition était entamée. Non, pas encore, mais on le fait généralement avant le début de la saison, pas avant le début de la Coupe d'Algérie. Donc, on devait justement prendre une décision à l'intersaison, ce qui n'a pas été fait. Après, quand on prend l'exemple du stade de Tizi Ouzou, moi je suis archi sûr, si le match Mouloudia-JSK s'était joué à Tizi Ouzou, c'est l'avis de beaucoup de... On n'aurait assisté à aucune scène de violence. C'est l'avis de beaucoup de personnes. Et ça engendre une certaine violence parce que déjà la JSK se dit lésée. Un stade comme Tizi Ouzou qui a abrité des demi-finales de la Coupe d'Afrique ne peut pas abriter un match de Coupe d'Algérie. Un stade qui abrite des matchs de championnat à haut risque, parce qu'à un moment donné, ce match JSK-Mouloudia, la JSK qui joue pour sa relégation, une semaine avant, il n'y a rien eu. Les supporters du Mouloudia sont venus, et ils ont assisté au match, ils ont eu le quota. Après, c'est clair, il y avait un peu... Enfin. Voilà, à l'intérieur, c'était un peu... Mais globalement, ça c'est bien. Globalement, c'était... Et c'est par rapport à ça que la fédération envisage de revenir au système du terrain neutre à partir de la saison prochaine, dès les quarts de finale. Dès l'année prochaine, c'est la fédération qui choisira le stade. Il n'y aura plus le premier tiré qui va recevoir. Et ça, on va mettre, disons, de côté quelques... On atténuera les... Voilà, un temps soit peu. Bien. Moi, si vous le permettez, vous avez demandé s'il y avait donc... des moyens de réduire cette violence, des mesures à prendre. Canaliser, Effectivement, il y a des moyens. Ils sont de plusieurs ordres. On ne peut pas voir la violence que d'un seul côté. Il y a la répression, il faut sévir. Ça, c'est clair. S'il y a des gens qui sont porteurs d'armes blanches, qui ont été identifiés dans les vidéos, qui ont lancé des pierres, qui ont été... Donc, vous avez lu un communiqué, il faut qu'ils passent en justice. Ça ne pose aucun problème. Il faut sévir, il faut que ce soit donc la répression pour lutter contre la violence, comme on lutte contre le banditisme. C'est exactement la même chose. Ce qu'il y a qui est fait pour quand on ne paye pas, quand un club ne paye pas son joueur, la FIFA demande défalcation de points. Moi, je demande que la FAF fasse la même chose. Dès qu'il est avéré qu'il y a un manque d'organisation qui a entraîné des violences, il faut qu'il y ait défalcation de points.
Donc ça, dans les sanctions. Il y a la défalcation de points et il y a aussi une somme qui est prélevée. Hein, la somme, c'est rien du tout. La somme, elle est ridicule, elle est tellement basse. Non, par rapport à ces 2 millions de dinars, je crois. Oui, mais il faut défalquer les points. Oui. Il faut défalquer. Ils sont touchés quand vous leur enlevez des points. Si vous leur enlevez des points, ils vont réfléchir à 2 fois. Et comme j'ai dit qu'il fallait défalquer, je vais faire une proposition où il faut rajouter des points. Okay. Alors, je propose qu'il y ait un classement qui tienne compte des cartons jaunes et des cartons rouges. Et qu'à la fin du cycle aller, on rajoute 1 point à celui qui s'est classé premier. La FIFA ne va pas être d'accord. Attendez, ça, on peut le proposer à la FIFA. On peut proposer à la FIFA que pour lutter chez nous contre la violence, eh ben, il y a le bâton et la carotte. Il ne faut jamais oublier la carotte, il n'y a pas que le bâton. Et revenir donc au cycle retour à 0, pour donner la possibilité à tout le monde de repartir à 0, et de donner 1 point à celui qui se classe premier. Donc, on va distribuer 1 point plus 1 point. Ça, c'est au niveau donc de l'incitation. Maintenant, en ce qui concerne la prévention, il y a des journées olympiques qui sont, où les gens vont vers les écoles. Il faudrait que la fédération fasse la même chose, qu'elle aille vers les écoles primaires, qu'elle communique. Il n'y a pas assez de communication des fédérations, des ligues, etc., envers les enfants. Et vous avez vu sur les vidéos qu'il y avait de très jeunes enfants. Parmi les personnes appréhendées, il y avait beaucoup de mineurs. Voilà, il y avait des mineurs. On se demande comment ils ont fait pour entrer au stade. Maintenant, je vais aborder le dernier palier, qui est celui de la compréhension de la violence. Il faut essayer de décortiquer cette violence qui est un phénomène. Et là, il faut faire appel aux chercheurs. Un phénomène social. C'est un phénomène social. Dans mon école, à HEC Alger, pourtant nous sommes une école de commerce, nous avons mis en place un doctorat de management et marketing dans le sport. Nous voulons former des doctorants qui vont devenir des enseignants pour lancer des masters en management du sport. Pourquoi? Pour pouvoir avoir des gens qualifiés qui dirigent les installations sportives, les fédérations, les clubs, les organisations genre Jeux africains, Jeux méditerranéens, etc. Il faut qu'à l'instar des entreprises, on ait des gens qualifiés, des cadres qualifiés, formés, qui soient là-dedans. Mon dernier point, et si vous le permettez, je vais terminer par ça, c'est de mettre en place un observatoire indépendant des pratiques du sport. Et qui dise quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les mauvaises, et qui soit indépendant vis-à-vis de toute tutelle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse de l'observation et qui dise aux gens, là, vous êtes sur la mauvaise voie pour nos enfants, y compris dans l'éducation physique et sportive à l'école. Très bien. Donc il faut qu'il y ait un organisme neutre qui parle et que tout le monde écoute son discours. Est-ce que vous pensez, Saïd, que ce que vient de dire c'est Abdelnour est suffisant, ou est-ce qu'il faudrait qu'on revoie un petit peu le rôle du dirigeant, le rôle du président, du comité de supporters? Quelle est cette relation qui lie les uns et les autres? C'est clair que les arguments et les solutions qu'a proposé M. Abdelnour, c'est clair qu'elles peuvent qu'être bénéfiques pour justement éradiquer ce phénomène. Mais après, le mal est profond, malheureusement. Et quand on parle de dirigeants de clubs, malheureusement, il faut le dire clairement, c'est la rue qui gère nos clubs. C'est la rue qui gère nos clubs. Malheureusement. Malheureusement, c'est une vérité. Est-ce que c'est parce que les dirigeants ne sont pas charismatiques? Évidemment. Ne prennent pas leurs responsabilités. Ouais. Tout simplement. La plupart des responsables de clubs, après, des fois, on peut les comprendre avec toute la pression que cela engendre, de gérer au quotidien des clubs en Algérie. Oui. Mais c'est la rue qui décide, c'est la rue qui change de l'entraîneur, c'est la rue qui ramène un joueur ou renvoie un autre joueur. Nos dirigeants, malheureusement, n'arrivent pas justement à mettre cette barrière. Imposer leur autorité. Évidemment, parce que en Algérie, c'est que
déjà, quand Il tu faut prends... parer au plus pressé, au plus urgent. Voilà, on ne cherche que les résultats dans l'immédiat. Et les responsables, quand on prend un club comme le Mood d'Alger, qui demeure l'un des clubs phares du pays et qui est l'un des plus populaires aussi en Algérie, et c'est un club qui change régulièrement de président. De dirigeant, de président. À un moment donné, un président, s'il n'est pas réellement, s'il n'est pas conforté aussi par ses supérieurs hiérarchiques, à un moment donné, il ne peut pas imposer une chose... Donc il doit être soutenu, encouragé. Évidemment, il doit être soutenu. Il faudrait que aussi les dirigeants sportifs disposent d'un projet sportif clairement exposé à tout le monde. C'est compliqué. Mais il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça, parce que sinon, on restera, comme l'a dit M. Méry, dans Il y a aussi une mauvaise habitude, ou une habitude, je dirais. Par exemple, des supporters, après, quand il y a défaite ou lors de la séance de reprise, ils viennent au stade, ils rentrent sur le terrain, ils arrêtent la séance. C'est devenu courant aussi. C'est un nouveau phénomène qui est répandu dans nos stades, dans les séances d'entraînement, malheureusement. Et à un moment donné, un dirigeant ou un entraîneur, il a peur pour sa vie aussi. Il a peur pour sa vie. Il ne peut pas aller à l'encontre de 100 personnes, de 100 personnes qui sont excédées, qui veulent en découdre. À un moment donné, il faut se protéger. Tout à fait, tout à Avant fait. Donc, il faut accepter aussi d'assumer plutôt ses responsabilités. Je terminerai avec une question que je vous adresserai à tous les deux, mais je voudrais, si vous le permettez, une réponse brève, parce qu'en régie, on me dit qu'on a dépassé le temps qui nous est imparti. Que pensez-vous du public dans sa grande largesse, le large public, qui a fui justement les espaces publics, entre autres les gradins, parce qu'il y a beaucoup de supporters et supportrices de clubs qui ont peur d'y aller et ils laissent l'espace aux autres? Moi, en tant qu'économiste, je vais vous répondre, la mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise herbe prend la place de la fleur, et c'est toujours comme ça. Si la nature a horreur du vide, si vous laissez faire, le laisser faire entraîne le phénomène dont vous parlez, c'est-à-dire que des gens se retirent, ils préfèrent voir le match à la télévision que aller risquer sa vie, parce qu'on risque sa vie maintenant sur un stade. En résumé, la bonne monnaie doit reprendre sa place. Absolument. Vous êtes de cet avis? Évidemment, je suis de cet avis. Et quand on parle de civisme, on parlait tout à l'heure du civisme, mais d'éducation, quand le supporter, voilà, quand il sait qu'il va partir dans un stade où il va retrouver la sécurité, il peut emmener avec lui ses enfants, il peut regarder sa famille. Comme ça se passe ailleurs. Comme ça se passe. C'est une sortie mondaine. C'est comme sortir au cinéma, comme sortir au théâtre. Aller se promener, voilà, c'est dans ce sens-là. Si tu permets, je vais dire juste une dernière phrase à mon jeune ami. Comment les gens allaient au stade du 20 août quand moi, j'étais un enfant. Ils allaient en costume cravate. Oui. Voilà. Oui. Malheureusement, il faudrait qu'on revienne à ça, même si on ne porte pas de cravate, mais qu'on ait un comportement exemplaire. Messieurs, je vous remercie en tout cas. Je vous renouvelle mes remerciements encore une fois pour avoir accepté de participer à ce débat et de débattre de ce sujet un petit peu épineux, surtout dans cette conjoncture. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée avec nos programmes. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec d'autres invités et avec un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.